Je vais donc appeler gentiment les différents intervenants. On va commencer par Caroline Delamarnière, qui est la présidente de Capitalcom, qui sera notre modératrice pour cette table ronde. Elle va choisir sa chaise, voilà. Elle a les micros sur la table pour les différents invités. Ensuite, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Anne Bouvereau, la directrice générale de chez SMA. Il ne faut pas que je dise les papiers, ça veut faire le mémoire, c'est rapide. Ensuite, nous avons Mehdi Ouass, le président de Talent, qui est aussi un ancien ministre de Commerce et du Tourisme de Tunisie. On continue avec Benoît Legrand, qui est directeur général chez ING Direct France, qui a perdu un stylo en venant, mais c'est pas grave, c'est pas trop grave. Et nous avons, in English, Tox, Majek Akisania, it's very hard to say, and he's not there. Tox. He's working down. Okay. And he's the CEO of SIDA, le PDG de SIDA, qui va sûrement présenter un peu son organisation tout à l'heure. Please take your seat. Et on va terminer par Soumia Malinbaum, qui est connue de tous et de toutes, puisque c'est la présidente d'honneur de la FLP. Hein, donc on va... Et c'est là aussi surtout la directrice du développement de Kérus. Et c'est pour cette expérience qu'elle est invitée. Et donc la transition est très belle entre ce que le docteur Chan nous a présenté, et nous allons donc parler de comment concilier la cohésion et compétition. Et la question clé à laquelle vous allez répondre, c'est pourquoi l'entreprise doit-elle valoriser son implication sociale. Et vous avez jusqu'à 18h30, comme on en a parlé. Je vous cède la parole. Merci. Merci pour vos paroles, effectivement. Alors, on va aborder effectivement un thème maintenant qui est tout à fait au cœur de l'actualité et qui rentre dans un champ plus large dont on parle beaucoup, qui est le fameux débat du partage de la valeur, puisqu'au fond, quand on parle de cohésion sociale, de compétition, on touche bien à cette notion d'une complexité extrême et qui nous touche complètement aujourd'hui. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'entreprise occupe une part tout à fait particulière dans notre société civile. C'est l'un des derniers remparts structurants, du fait notamment de la fragilisation des référentiels dont on avait l'habitude jusqu'à présent, que ce soit la religion, l'État, l'école et même l'armée. Et en ça, l'entreprise joue un rôle tout à fait particulier, c'est-à-dire que la société civile attend encore beaucoup plus d'elle qu'on a pu l'attendre jusqu'à présent. Et non pas d'être simplement une cash-machine, mais de jouer un rôle social et sociétal, et c'est fondamental. Je dirais que pour autant, l'ADN de l'entreprise repose sur ce concept de performance, de compétitivité, puisque l'entreprise ne bénéficie pas de subventions, ou elle peut en bénéficier, mais ça n'est pas son moteur. Son moteur, c'est qu'elle doit se prendre en charge pour se financer sa croissance, son développement, donc elle doit s'inscrire résolument dans une perspective de compétition et de rentabilité. Tout simplement parce que si elle ne le fait pas, eh bien, elle meurt. Donc c'est vraiment une condition de survie et c'est très, très, je dirais, fondamental de l'avoir en tête. Donc la conciliation aujourd'hui pour l'entreprise, qui a de faire face à deux impératifs qui s'imposent à elle aujourd'hui. D'une part, je dirais répondre à des besoins sociaux et sociétaux de plus en plus importants dans le contexte actuel, qui est caractérisé par une crise qui se situe à la fois au plan social, économique et financier. C'est un enjeu très très lourd, très important. Et en même temps, elle doit aussi répondre à cet autre impératif de rentabilité et de compétitivité dans un monde qui est de plus en plus compétitif, de plus en plus demandeur de capitaux, et puis avec des marges de plus en plus faibles. Donc ce double impératif est particulièrement complexe et aigu dans le contexte actuel. Donc c'est vrai que cette thématique de la diversité prend tout son sens, mais il le prend dans un contexte économique et financier particulièrement compliqué et difficile. Donc moi je dirais qu'en finalement cette thématique, on peut la poser aussi autrement, qui est comment est-ce que l'entreprise va pouvoir aligner des intérêts qui sont a priori parfaitement divergents. Divergents parce qu'on a coutume de dire que finalement, en cas de crise, la variable d'ajustement, c'est le capital humain. Et comment est-ce que l'entreprise peut aligner à la fois des intérêts tout à fait divergents dans le contexte actuel. Voilà un petit peu peut-être comment est-ce qu'on peut poser le débat avant de rentrer dans le cœur du sujet. Alors ce que je propose, c'est qu'on visionne dans un premier temps une vidéo de Jean-Paul Bailly, qui aurait voulu être présent à cette table ronde, qui n'a pas pu l'être pour des raisons d'agenda, et qui va nous en parler peut-être en introduction donc, de cette table ronde.
La société française est de plus en plus diverse dans sa composition et dans ses attentes. Il y a des attentes de plus en plus diversifiées en termes de services, ce qui veut dire que pour y répondre, que ce soit la nature du service lui-même, que ce soit sa qualité, que ce soit son accessibilité, que ce soit son prix, il faut être capable d'offrir nous-mêmes des services de plus en plus diversifiés. Et c'est d'ailleurs dans une entreprise comme La Poste, ou comme dans de grandes entreprises, notamment de tradition publique, un effort pour passer de services qui étaient des services relativement uniformes à des services de plus en plus adaptés à la diversification des attentes. De même, à l'intérieur des entreprises, il y a une montée de la diversité, à la fois par la nature des personnes qui y travaillent, les hommes, les femmes, les personnes handicapées, les gens d'origine diverses. On peut d'ailleurs élargir cette idée de diversité pas seulement à ces aspects-là, mais aussi à des aspects d'expérience, des aspects de formation, des aspects de parcours professionnel, des aspects d'âge. Voilà. Et je crois que cette diversité dans son acceptation totale est une formidable force. Et que la combinaison des gens qui sont d'horizons différents, d'origines différentes, de parcours différents, d'expertises différentes, dans le travail dans une entreprise, apporte un plus absolument considérable. Absolument considérable. C'est vrai des équipes locales, c'est vrai du travail dans les ateliers ou dans nos centres, c'est vrai des comités de direction, c'est vrai partout. Donc voilà, moi je pense que globalement la diversité, et en particulier la mixité, mais la diversité est une formidable chance et que c'est un atout extraordinaire pour les entreprises et la qualité de leur management. La Poste est une petite France. C'est à peu près 1% de la France, la Poste. C'est 1% de ses salariés. On y trouve la même représentation sociale, toute petite majorité de femmes, la même échelle dans la position socio-culturelle dans l'entreprise, les mêmes diversités d'opinions, la même répartition sur le territoire. Bref, c'est quelque part une petite France en modèle réduit et elle connaît absolument tous les problèmes, elle est traversée par tous les enjeux de notre société. Et en particulier, évidemment, par tous ces aspects de diversité. Ça veut dire que la Poste, naturellement, se doit de ressembler à la France. Et c'est ce qu'on essaye de faire. D'autant plus que c'est vrai comme ressource interne, mais c'est vrai aussi pour la capacité de proximité et d'échange avec tous nos clients, c'est-à-dire avec tous les Français. Et donc, il est quand même extrêmement naturel que les gens qui servent les Français ressemblent aux Français. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je pense que chacun ne peut être que frappé quand il va dans un bureau de poste ou quand il croise les facteurs de leur véritable et authentique diversité. Je crois qu'il faut qu'on aille plus loin dans ce domaine-là. Il y a des domaines dans lesquels on a bien travaillé, on doit encore progresser. C'est le domaine de la mixité en particulier. Là, on a vraiment progressé. On n'est pas du tout dans les plus mauvais élèves de la classe. On a 40% de femmes chez les cadres, on en a 30% chez les cadres dirigeants. On est encore moins bien placé au niveau du comité exécutif, mais plutôt bien positionné au niveau du conseil d'administration. Bref, c'est un sujet sur lequel on essaie vraiment de progresser en permanence. On a vraiment progressé. Hein. On gagne entre 1,5 point et 2 points de proportion de présence de femmes dans chacune des catégories, avec une règle assez simple qui est qu'on essaye, et on y arrive statistiquement assez bien, de faire en sorte que systématiquement le taux de promotion soit équilibré. Donc à partir du moment où dans les promotions il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, même s'il peut y avoir un peu plus de femmes c'est mieux, on arrive avec le temps à rééquilibrer les choses. La diversité est incontestablement un facteur de performance. Simplement tout dépend de ce qu'on appelle performance. Si la performance est la performance court terme financière, la diversité n'est pas un atout, mais je veux dire l'investissement n'est pas un atout non plus. Si on s'intéresse à la performance durable, vraiment la mixité, la diversité
le fait d'être attentif à mobiliser toutes les ressources et à préserver au maximum ces ressources pour l'avenir, alors oui, non seulement c'est compatible avec la performance durable, mais c'est indispensable à la performance durable. Voilà, donc effectivement, on est dans un aspect de compétitivité, synchronicité, phasage entre la société civile et l'entreprise, qui est un des thèmes qu'on va largement aborder. Alors, avant de rentrer un peu plus en profondeur avec chacun de nos intervenants, moi j'ai envie de leur poser une question à laquelle j'ai été confrontée dans nos échanges de préparation. L'un d'eux m'a dit, finalement, cohésion et diversité, ce ne sont pas les notions, ça ne s'articule pas aussi facilement qu'il y paraît. Alors j'ai envie de vous poser la question à chacun d'entre vous, comment est-ce que vous articulez, pour être certain qu'on parle bien de la même chose, comment est-ce que vous articulez ces concepts de cohésion et de diversité? Soumia. Bonsoir à tous. Très rapidement. Oui, alors moi d'abord je trouve qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec cohésion sociale et compétitivité, parce qu'au contraire, la cohésion est un véritable outil moteur pour la compétitivité. Je voudrais vous donner deux exemples. C'est la défaite de la France et la victoire de l'Espagne récemment. Sans cohésion, il n'y a pas de victoire. Avec une cohésion, il y a la réussite. Et je pense que là, justement, on pourra ensuite détailler, mais voilà ma définition, c'est un levier de compétitivité. Un levier de compétitivité. Alors, peut-être... Si les femmes prennent le football comme exemple, il va falloir aller chercher d'autres référentiels. La cuisine. La cohésion, c'est un mélange des ingrédients. Je pense que les deux sont complémentaires. Quand vous avez une diversité, vous augmentez la richesse potentielle de votre entreprise pour arriver à réellement en tirer le maximum et y apporter une cohésion pour que chacun des ingrédients puisse réellement sortir son potentiel sans étouffer le potentiel de son voisin. Voilà pour la cuisine, et ça devient formidable. Tous les registres sont possibles. Oui, alors je vais peut-être passer à un autre registre. D'abord, juste rapidement, la GSMA, c'est l'association qui regroupe tous les opérateurs mobiles dans le monde. Et pourquoi est-ce qu'elle existe? Pourquoi est-ce qu'elle a été créée? En fait, une des raisons à la base du succès du téléphone mobile, c'est parce qu'il y a eu une norme, un standard technique créé par des chercheurs de différents pays, qui se sont tous mis d'accord pour dire voilà le standard qu'on va utiliser pour téléphoner dans tous les pays. Donc de ce travail de cohésion quelque part entre nations, de trouver une seule manière de faire interfonctionner les téléphones, on a fait ce bouleversement de croissance plein dans la compétitivité et du développement des nouvelles technologies qui est venu de ce travail entre différentes personnes de différentes nationalités représentant différents pays. Donc je pense qu'il y a des exemples où, comme les exemples qu'on a vus, le fait de travailler ensemble, c'est ça qui crée le fait qu'on puisse se développer ensuite. Je pense que la transition avec la compétitivité va être relativement simple. Sortons toujours vers le banquier pour avoir la compétitivité. C'est un rôle difficile aujourd'hui. Moi je suis tout à fait d'accord avec Soumia de dire que les deux se renforcent l'un l'autre. Alors je n'ai pas d'analogie dans la cuisine ni dans le sport, mais je pense que c'est comme si vous réunissez des gens qui parlent des langues différentes, donc vous avez atteint un certain niveau de diversité qui est très intéressant. À partir du moment où vous n'arrivez pas à mettre un langage commun entre toutes ces personnes, vous n'arriverez à rien et certainement pas à la performance. Donc je pense que c'est une condition nécessaire pour transformer la cohésion en performance. Good afternoon, everybody. Apologies that I'm speaking English. I'm having enough trouble with these, so I think it's only fair. From my point of view, I think one of the things that is really important is that we don't overlook, and that is that talent lies everywhere. If we could point to any one of you in the audience and say that is a really talented person on first look, I think we would find a general selection all the way across the room. And because of that, and because with talent and with the ability,
comes greater competitiveness. If I have all the best people working in my organization, then chances are we won't do too badly. So already we can see an outline of a diverse approach to business and being competitive at the same time. Merci. Alors, on va peut-être commencer avec Anne. Moi, ce qui m'a intéressé dans les échanges qu'on a pu avoir préalablement, c'est que vous allez nous en parler, vous avez développé des programmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en développant des programmes, pour les développer, vous avez besoin du soutien des opérateurs avec lesquels vous travaillez. Et finalement, ce que vous avez expliqué, c'est qu'en travaillant, en les convaincant, c'est que vous avez pu, par cette expérience de la cohésion, de la diversité, explorer des gisements de marché totalement insoupçonnés, qui n'avaient encore été jamais explorés. Et est-ce que, vous allez nous en parler, mais est-ce que finalement, dans cette hypothèse, dans ce cas en particulier, la diversité, la cohésion, finalement, pourrait être assimilée à une forme de recherche appliquée, d'investissement? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vous qui avez trouvé ces mots-là quand on en a parlé. On parlait avec Caroline d'un programme que nous avons qui s'appelle Momal Women et qui part, c'est dans le domaine de la diversité et de la mixité, et qui part d'une première recherche, alors là très simple, qui dit si on imagine que les hommes et les femmes dans le monde ont un accès égal à l'outil qui est le téléphone mobile, eh bien en fait c'est pas la réalité. Il y a un gap de 300 millions de femmes, essentiellement dans les pays en développement, qui n'ont pas accès au téléphone mobile de la même manière que les hommes peuvent y avoir accès. Et donc on a lancé il y a quelques années un programme pour essayer de diviser cela par deux et donc de donner l'accès au mobile à 150 millions de femmes. C'est ambitieux. On est parti d'un objectif de cohésion sociale, le téléphone ça permet de communiquer, ça permet de créer une entreprise, ça permet de répondre quand on est sollicité, ça permet d'ouvrir un compte en banque, donc ça permet beaucoup de choses. On est parti de empowerment et communication. Et puis, quand on a des objectifs de ce genre de taille, 150 millions de clients potentiels, d'accord, il y a presque 7 milliards de personnes, pas de personnes, mais de connexions dans le monde, presque 4 milliards de gens sur l'accès mobile, mais quand même 150 millions, ça fait beaucoup de clients pour un opérateur donné. Mais on a regardé des choses vraiment faisons des recherches sur les clients et sur les besoins des clients et des clientes. Alors déjà, il y a un certain nombre de gens qui ne regardent que les clients, où 80% des gens qui les interrogent sont des hommes. Alors forcément, on n'a pas trouvé les besoins des femmes. Donc ça, c'est une des premières choses qu'on a trouvées. Une autre chose qu'on a trouvée en Indonésie, où il y a un programme qui marche particulièrement bien, c'est que c'est essentiellement du prépayé dans ces pays-là. Pour aller recharger son téléphone, il faut aller dans un magasin. Ce sont des hommes qui tiennent les magasins. Donc quand on est une femme en Indonésie, aller dans un magasin tenu par des hommes, il faut leur donner son numéro de téléphone mobile personnel pour qu'il puisse être rechargé. Il y a une barrière assez naturelle, là, je vais donner mon téléphone mobile à un inconnu, j'ai pas forcément envie de le faire. Et puis il va peut-être me dire, tu as déjà consommé ton forfait, c'est peut-être pas très bien. On a vu tous ces exemples-là dans la recherche. Et Indosat, qui est un opérateur du groupe Qatari Tutel, un exemple très intéressant, a changé un certain nombre de choses. Ils ont embauché des femmes dans leur magasin. Ils ont trouvé, on arrive à la compétitivité, que d'ailleurs elles vendaient aussi bien, voire mieux que les hommes, donc ils en embauchent de plus en plus. Ils ont permis aux femmes de venir recharger leur téléphone avec un mot de passe ou un autre numéro qui n'est pas forcément un numéro personnel. Et résultat, en un an, Indosat a gagné 2,8 millions de nouvelles clientes supplémentaires. Donc on est vraiment sur un programme qui est parti on veut faire quelque chose dont on pense que c'est bien. On a fait une recherche très concrète et on a abouti sur quelque chose qui est vraiment une amélioration de business pour un opérateur donné. Donc on est parti de la cohésion, finalement vous avez réalisé de l'investissement et l'opérateur a gagné 2,5 millions de clients en un an. Donc ça c'est quand même un bel exemple de compétitivité, d'ouverture de nouveaux marchés, gisement de croissance. Est-ce que vous auriez juste un autre exemple très concret à nous présenter? Alors oui, tout à fait. Je peux vous parler de Mobile Money. Alors là, c'est un programme au Kenya. Et j'en parlais très rapidement avec notre intervenant précédent, parce que j'ai appris qu'il avait, avant l'Angleterre, passé un peu de temps au Kenya. Au
Kenya, comme dans un certain nombre d'autres pays en développement, il n'y a pas beaucoup d'agences bancaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une carte bancaire, débit, crédit. Par contre, tout le monde, et vraiment quasiment tout le monde, a un téléphone mobile. Et donc, la manière la plus naturelle pour les gens d'ouvrir un business, c'est d'avoir un téléphone mobile et de s'en servir. Mais après, il faut pouvoir payer ses fournisseurs, recevoir de l'argent de ses clients, transférer de l'argent aux autres membres de sa famille. Il y a un programme qui a été lancé par Safaricom il y a plusieurs années, qui permet d'utiliser son téléphone mobile pour échanger de l'argent et pour payer. Et aujourd'hui, alors je regarde toujours les chiffres parce qu'ils sont tellement énormes que j'ai du mal à les retenir, ce service M-Pesa, il y a 1,5 milliard de dollars qui sont échangés tous les mois par ce service-là. Ça fait à peu près 15% du produit national brut du Kenya qui sont échangés grâce à ce service-là. Et donc c'est un service qui est plébiscité par les utilisateurs et qui en même temps est un service qui fait vraiment du business. Donc ça, c'est vraiment des exemples à la fois très très concrets, très opérationnels et qui établissent bien cette corrélation vraiment entre la cohésion et la compétitivité. Alors, Benoît Lenormand, vous me disiez que les valeurs humaines, la cohésion étaient au cœur de votre mode de management et que vous-même, vous étiez un peu l'incarnation de cette diversité et que vous vous sentiez totalement légitimé à l'incarner auprès de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez dire deux mots de cette incarnation? C'est facile, il y a autant de choses, mais en tout cas, je me retrouve dans les propos aussi de Atul précédemment. On disait que le leadership est en fait l'élément clé, mais on parle aussi beaucoup d'humilité. Parce que c'est important de l'avoir, ceci dit. Moi, je suis absolument convaincu que cette diversité, si vous ne l'incarnez pas vous-même en tant que dirigeant, elle n'a aucune chance d'exister. Donc le risque, c'est d'en faire des principes de laboratoire. Je pense qu'il faut surtout éviter que ça soit un but. Je pense que ça doit surtout être un moyen. Et à partir du moment où ça devient un but, qui n'est pas incarné dans des cultures, dans une culture d'entreprise, dans des valeurs, ça reste un beau programme qui plaît à des investisseurs. Alors c'est dans l'air du temps de le faire, donc c'est très important. Je pense que si nous, en tant que dirigeants, on n'a pas cette vraie volonté authentique de vivre la diversité, parce qu'il faut la vivre et l'incarner, comme vous le disiez, au quotidien, je pense qu'elle n'a que très peu de chances de se retrouver dans la réalité des faits. Alors, vous dites effectivement, c'est pas un but la diversité. Ça, c'est vrai, c'est pas un but. On ne fait pas de la diversité pour faire de la diversité, parce que ça veut dire qu'on serait politiquement correct et tout ça est bien vain et on sait bien. Alors, si c'est pas un but, c'est donc un moyen. Est-ce que vous pourriez démontrer, est-ce que vous pourriez argumenter le fait que si votre entreprise n'était pas inscrite dans la diversité, si elle ne pratiquait pas, si elle ne vivait pas cette diversité, autrement dit, par opposition, si c'était une entreprise qui avait été construite et développée dans la consanguinité, qui a une opposition à la diversité, est-ce que, en termes de compétitivité, vous avez le sentiment, parce qu'on ne peut pas avoir les chiffres à l'appui, mais est-ce que votre expérience de dirigeant vous fait dire que dans les chiffres, vous êtes plus performant parce que vous avez construit votre modèle de croissance sur ces valeurs que si vous étiez plutôt ancré sur des valeurs de plutôt consanguinité? Je dirais oui. Alors pour reprendre peut-être en deux mots, ING Direct, plus près du... D'accord. ING Direct est le numéro 1 de la banque en ligne dans le monde, avec 16 millions de clients dans 8 pays différents. Et donc depuis 12 ans aussi, nous allons en France, avec pratiquement 900 000 clients. Et le concept a été développé en France, justement sur cette base, qui est une banque hollandaise à la base, l'hollandais étant bien connu aussi dans la culture ancestrale de conquérants et d'ouverture au monde. Et il y a dans chacun des pays dans lesquels ce concept a été ouvert, cette ouverture culturelle à la diversité de niveau dont vous parliez dans votre intervention, qui est absolument essentielle. Et je pense que le risque, c'est qu'un pays regarde sa diversité culturelle en disant, Jean-Paul Bailly qui dit la Poste est un reflet de la France. Je pense que c'est important d'être un reflet du monde, parce qu'on peut être un reflet de la France aujourd'hui, c'est bien. Je pense qu'il vaut mieux être un reflet de ce que la société sera dans 5 ans ou 10 ans pour pouvoir l'accompagner. Donc pour ça, je pense qu'il faut aussi incorporer le fait qu'une entreprise n'est plus une entreprise franco-française ou germano-allemande, elle est ouverte sur le monde et que par conséquent, elle doit aller attirer tout cet talent. Je peux vous dire très concrètement, dans des cas précis, nous travaillons beaucoup avec les autres entités du groupe et notre application mobile, qui est aujourd'hui une application mobile très française dans le monde de la banque,
a été inspirée par des Espagnols, co-créée avec des Polonais et aussi mise en œuvre telle quelle au Luxembourg. Donc voilà, je pense que ça permet une rapidité parce qu'ils ont pu développer un processus en 2 mois au lieu de le faire en 6 mois. Donc ce sont des choses très concrètes, mais pour ça, il faut avoir chacun une ouverture, hein, parce que je pense que de nouveau, si c'est en chambre, on n'y arrivera pas, mais il faut que quand vous voyez quelqu'un qui est différent, que vous ne disiez pas, tiens, il est différent, ça m'énerve, c'est une menace, ça va être compliqué, oui, ça va être compliqué, mais quel est l'intérêt, quelle est la valeur, quel est ce que je peux apprendre de cette personne pour aller plus loin. Voilà, et ça, je pense que c'est une grande attitude, un changement culturel que l'on doit opérer. Et pour revenir au point de départ, si le dirigeant lui-même ne l'incarne pas, mais c'est au quotidien, puisque nous, en tant que dirigeants, on est observé chaque seconde de notre existence dans l'entreprise, et donc tous les pas, les faux pas, les bons pas sont observés et interprétés. Je pense qu'on doit être, nous, le gardien de ces valeurs et de la manière dont elles sont vécues par chacun dans l'entreprise. Alors c'est un travail énorme, on ne fait pas toujours très bien, mais je pense qu'il faut avoir cette volonté de venir, revenir, et ça prend du temps. Alors justement, moi j'ai envie de dire, la diversité, on ne peut pas en faire un tableau absolument idyllique, parce que sinon tout le monde, toutes les entreprises pratiqueraient la diversité au quotidien. Alors, il y a quand même forcément des difficultés, il y a des obstacles, et des moments où ça se passe mal. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de ce qui va moins bien. Je suis d'accord avec vous, il y a des choses qui ne vont... Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Je peux prendre peut-être un ou deux exemples pour lesquels chez nous, en tout cas, ça va moins bien. On a une moyenne d'âge de 33 ans dans l'entreprise, donc les problèmes auxquels les acteurs nous confrontaient sont des problèmes, pas des problèmes, mais des opportunités du quotidien qu'on voit chez nous. Nous avons 2 difficultés aujourd'hui en termes de diversité. La première, c'est vis-à-vis des seniors, parce que c'est très difficile quand vous êtes une banque en ligne, que vous cherchez à recruter dans la banque des personnes expérimentées, et que leur profil n'est pas forcément celui d'une banque en ligne jeune, dynamique, qui bouge, qui veut changer les codes et les valeurs. On a du mal à convaincre des personnes qui ont une cinquantaine d'années de venir nous rejoindre. Et à chaque fois qu'on en recrute, c'est pour elles libératoire, mais pour elles extrêmement enrichissant, parce qu'elles peuvent apporter tout leur capital, toute leur expérience et le transmettre. C'est aussi quelque chose que l'on ne fait pas assez. C'est entre les générations, c'est de pouvoir transmettre cela. Donc nous, on n'est pas encore très bon à ce niveau-là, on a du mal à permettre de venir nous rejoindre. Et la deuxième difficulté qu'on a encore, c'est sur le handicap, qui n'est pas simple à gérer, d'abord parce qu'il faut que les collaborateurs puissent s'y habituer, c'est confrontant d'être pris face au handicap. Et puis ce n'est pas facile non plus de retrouver des personnes qui sont recrutées, qui ont les qualifications nécessaires. Donc c'est un tout petit marché, en tout cas pour nous, on a du mal, donc s'il y a des bonnes idées dans la salle, nous sommes preneurs. Juste pour terminer, justement, vous parliez des seniors, les conflits intergénérationnels dans votre entreprise, ce sont des sujets qui se sont posés, qui étaient compliqués, qui se sont gérés. On n'a pas beaucoup de conflits intergénérationnels, si ce n'est des intragénérationnels, parce que entre moi qui ai 43 ans et ceux qui en ont 33, donc est-ce qu'on a une différence culturelle? Peut-être, mais on n'a pas de contrat mais je voudrais en avoir justement. Parce qu'il faut aller chercher ces conflits, parce que c'est de ça que naît justement toute la richesse des individus. Mais si on essaye d'harmoniser le tout, voilà, on a une copie de gens qui se ressemblent, et puis d'abord, c'est pas très drôle comme environnement de travail, il se passe pas grand-chose. Et pour revenir à la petite pièce de théâtre de tout à l'heure, c'est ça qu'on recherche, c'est ça que les générations nouvelles, mais anciennes aussi, recherchent, c'est de se dire, je me lève le matin, j'ai envie de m'amuser, bien sûr je veux gagner ma croûte, mais j'ai surtout envie de le faire dans un environnement qui est agréable, où j'apprends. Voilà, je pense que quand on est différent, c'est ce qui arrive, on apprend beaucoup plus, mais il faut être ouvert soi-même. Voilà, avis aux seniors pour rentrer chez ING Direct. Soulia, vous avez été la présidente donc, de la FMD, donc vous avez vécu des expériences ou observé des expériences entre la compétitivité et la cohésion, et puis vous êtes aussi directeur d'une société qui s'appelle Kérus. Directrice, chassette naturelle, et un galop, directrice d'une société qui s'appelle Kérus. Et dans le cadre de votre entreprise également, est-ce que vous avez observé des situations de blocage ou des situations au contraire très favorables entre justement cet arbitrage pas toujours évident entre la cohésion et la compétitivité?
Oui, je voudrais juste dire quelque chose, pour lutter contre le poison des discriminations, parce que c'est bien là le sujet, les discours c'est bien, mais les actes c'est mieux. Je pense que réellement c'est important de faire passer ce message ici ce soir, parce que chacun dans nos quotidiens, dans nos environnements professionnels et personnels, nous pouvons faire changer ces préjugés et ces stéréotypes, et finalement ça peut être assez simple. On a le sentiment qu'on a du mal à avancer, et c'est vrai que nous, à la création de la FMD en 2007 avec le Club 21 et une dizaine d'entreprises un peu pionnières, nous avons pris conscience qu'il fallait professionnaliser, il fallait mobiliser les entreprises dans une démarche volontaire, hein, on ne les obligeait pas à venir, on ne les a pas obligés non plus à adhérer à la FMD, mais c'était vraiment pour co-construire ces pratiques aujourd'hui managériales qui aident à lutter contre ces discriminations. Et puis, deuxièmement, faire le pari des diversités, eh bien, aujourd'hui, c'est gagnant et c'est même rentable. C'est même rentable, et je voudrais juste, avant de parler de mon entreprise, parler de la Poste, en fait, parce que la Poste a participé à une étude l'année dernière avec un institut qui s'appelle Goodwill, un institut que l'on connaît bien à la FMD, sur 100 000 salariés et plusieurs entreprises dont L'Oréal, la Poste, le groupe Orange. Et cette étude a été de travailler pour essayer de démontrer que grâce à des équipes diverses, mais avec cette dimension managériale que nous avons développée avec nos partenariats académiques à la FMD, eh bien, des équipes diverses étaient capables de générer jusqu'à 10%, 15% de rentabilité par rapport à des équipes homogènes. Et le cas de la Poste, qui a recruté 30% de ses effectifs dans les zones urbaines sensibles, vous savez, ces zones où le chômage est 4 fois supérieur à la moyenne, eh bien, les conseillers financiers de la Poste, 30% ont été recrutés dans ces zones. Et donc, grâce à ce recrutement, ils ont fait une performance dans la vente de leurs produits d'assurance vie l'année dernière, alors que le marché des produits d'assurance vie, je pense que Benoît nous dira, était plutôt en baisse. Parce que justement, à travers deux indicateurs, le taux de fidélisation, donc un turnover qui a chuté parmi ces salariés-là, ces candidats recrutés dans ces zones, et puis donc un turnover et une meilleure fidélisation qui a permis finalement de faire la différence. Et puis un autre exemple dans cette étude, où là c'est du concret, les boutiques Orange, hein, je dis souvent cet exemple, 683 boutiques Orange, les 103 boutiques qui ont été les plus performantes sont celles qui avaient un coéquipier de travailleur handicapé dans la boutique. Pourquoi? Parce qu'en fait le travailleur handicapé a fait chuter, sensiblement, mais certainement a fait chuter le taux d'absentéisme des travailleurs valides. Donc le fait effectivement de mettre plus de fragilité et de voir effectivement des personnes en difficulté venir travailler, courageuses, ça a donné envie aux autres de ne pas rester à la maison lorsqu'ils avaient un petit bobo. Voilà, donc ça, c'est une manière pour nous aussi d'expliquer que la diversité, c'est vraiment pas effectivement la charité, et qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont plutôt intérêt à prendre en compte cette dimension-là. Dans mon entreprise, chez Kérus, eh bien, le président me disait, mais nous, on fait de la diversité, on en fait tout le temps. D'ailleurs, comme beaucoup de PME, parce que nous sommes une grosse PME, donc on sait que les grandes entreprises, celles qui sont ici aujourd'hui, sont très mobilisées. Les PME, un peu moins, les TPE, pas du tout. Et donc, c'est vrai que nous sommes dans le secteur des nouvelles technologies, donc nous recrutons beaucoup. Et nous avons un taux de turnover important, puisque aussi beaucoup de génération Y. Et donc, pas de difficulté au niveau de l'origine, ni de l'origine, puisque nous avons plus de 70 nationalités. Mais un critère que moi j'avais soulevé lorsque j'ai fait un passage à la direction des ressources humaines de Groupe Kérus, c'était les critères de recrutement quant à la formation. On avait, comme beaucoup d'entreprises, un campus manager chez nous. Donc c'est quelqu'un qui est chargé de recruter dans une liste d'écoles.
qu'on a identifiées, et on ne peut pas sortir de cette liste d'écoles. Évidemment, dans notre secteur, ce sont les écoles d'ingénieurs. Ensuite, nous descendons aux écoles de commerce, ensuite éventuellement des écoles de province, et puis après, il n'y avait plus rien. Et donc, moi, j'ai essayé d'instaurer un recruter autrement, parce qu'effectivement, dans notre secteur, une des discriminations, c'est la discrimination liée au diplôme et à la formation. Et donc, on a expérimenté, et ça a réussi, de travailler avec certaines universités qui avaient des formations un peu différentes, mais qui nous ont permis de recruter quelques profils très intéressants, plus fidèles aussi, et puis des formations plus courtes aussi, et bien sûr l'alternance, qui est aujourd'hui une obligation. Donc, on a fait un pas supplémentaire dans cette discrimination finalement un peu insidieuse et voilà, indirecte, qu'on n'avait pas vue, mais je dirais qu'on a encore beaucoup de chemin à faire chez Kérus, mais que nous sommes dans une démarche de progrès, et grâce à la FMD, je pense que la FMD nous a beaucoup apporté. Et là, nous avons démarré une commission qui s'appelle la commission des diversités des fournisseurs, parce qu'on va aussi on va mobiliser les directions des achats aujourd'hui, parce qu'on s'aperçoit que les entreprises recrutent, donc elles ne doivent pas discriminer lorsqu'elles recrutent, mais elles ne doivent pas non plus discriminer lorsqu'elles achètent. Et donc, on a décidé avec quelques grandes entreprises qui se sont engagées et qui démontrent qu'elles sont tout à fait vertueuses dans la promotion de la diversité, nous sommes allés voir si, côté direction des achats, est-ce que cet engagement était également bien intégré. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, puisque nous allons vérifier que, effectivement, les directions d'achat ont une approche d'achat responsable, et y compris vis-à-vis de l'accompagnement de leur PME dans cette démarche. C'est un peu ce que nous allons faire avec Kérus, c'est-à-dire qu'en fait, on va essayer d'être candidat au label, puisque le label diversité, c'est quand même un outil qui permet d'apporter un tuteur, en quelque sorte, dans l'organisation du début jusqu'à la fin. Et voilà. Et alors, quand vous avez procédé ou fait évoluer vos critères de recrutement élargis, est-ce que vous vous êtes heurté à des problèmes d'intégration ? Est-ce que vous avez revisité un peu vos modes de management, vos méthodes de travail? Est-ce que ça a impacté la compétitivité? Est-ce que ça a créé des situations un peu compliquées? Comment ça s'est passé concrètement sur le terrain? Non seulement on avait une inflation sur les salaires, mais on avait des candidats qui acceptaient nos propositions mais qui ne venaient pas finalement. Donc on se retrouvait aussi avec un enjeu de recrutement qui finalement était bénéfique pour la diversité. Et ensuite, on a essayé, enfin j'ai proposé, mais ça n'a pas été accepté, mais je pense que certaines entreprises l'ont mis en place, d'incentiver, enfin d'évaluer les managers opérationnels dans leur capacité de manager ces diversités, toutes ces différences, et dans leur évaluation qualitative, de pouvoir l'inscrire. Je n'y suis pas encore arrivée, mais je ne suis pas désespérée, mais je sais que certaines entreprises adhérentes de la FMD ont mis en place cette bonne pratique, et là, ça met vraiment en tension les managers opérationnels qui se sentent concernés sur ces diversités. France Télécom Orange a, dans les critères d'indexation des dirigeants, un critère sur la mixité, pas sur la diversité. Mais pour en revenir, parce que c'est un point important, quand vous recrutez par exemple des profils de jeunes qui ont des formations plus réduites, qui ne sortent pas nécessairement d'école d'ingénieur, est-ce que vous avez observé une baisse de la compétitivité ou de la rentabilité de ces salariés? Comment ça s'est passé concrètement? Absolument pas. C'est-à-dire qu'il y a un point important, c'est que, et là je lance un appel aussi peut-être aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas qu'ils s'autocensurent. À partir du moment où il y a une approche qui est de dire ce n'est pas pour moi, je ne vais pas y arriver, au contraire, ils doivent se donner à fond, à 100%, 150%. Et moi, on m'a souvent reproché, parce qu'au début je disais, pour réussir quand on vient de la diversité, il faut être dans l'excellence. Comme les entretiens de l'excellence du club. Et cette excellence, finalement, c'est ce supplément de niaque, d'énergie, pour compenser parfois
finalement, on essaie de compenser une compétence parce qu'on est différent, mais en fait la compétence est là, et on n'a pas à compenser parce qu'on est différent. Et ça, c'est peut-être un conseil qu'il faut donner aux jeunes qui rentrent dans l'entreprise. Deuxièmement, je pense que l'entreprise a le devoir aujourd'hui, et elle a des contraintes, justement de prendre en considération et d'apporter l'adaptation nécessaire. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi reconnaître les différences et qu'on ne peut pas... Il faut adapter le traitement. Enfin, il y a une égalité des chances, mais l'égalité de traitement, pour moi, ça a toujours été quelque chose de... j'ai envie de parler d'inégalité de traitement dans le sens où il faut adapter le traitement à chacune de ces différences. Une personne handicapée, il faudra adapter son poste de travail. Une femme, c'est intéressant d'adapter son temps de travail pour qu'elle puisse bénéficier également de sa vie de mère et de famille. Donc il faut adapter, et cette adaptation, cette capacité d'adaptation, c'est l'intelligence de l'entreprise. Et effectivement, concrètement, chez Kérus, le fait que je sois passée maintenant comme directrice du développement et donc plus opérationnelle, et en même temps étant reconnue comme apportant un PNL, enfin voilà, je veux dire, on voit bien quand les managers sont productifs et ramènent de la richesse, et les directions des ressources humaines qui souvent sont démunies parce qu'elles sont encore considérées comme des fonctions support, et c'est un autre sujet, mais le sujet de la valorisation du capital humain, chère Ingrid. Et donc ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que quand on est manager opérationnel, on a plus de légitimité, et donc moi je passe mon temps à répéter mon discours et à vérifier que D'ailleurs, je suis un peu le bureau, mon bureau est ouvert parce que pour les jeunes qui ont été recrutés, je leur dis s'il y a un problème, si vous vous sentez discriminé, venez me voir. Voilà. Parce que c'est vrai aussi que la diversité, on peut considérer que ça fait bouger les lignes. Parce qu'on change les habitudes, on change un environnement, un écosystème, enfin ça bouge, quoi, ça, comme vous disiez aussi. Ouais, c'est vrai qu'on bouge. Alors en bougeant les lignes, on peut aussi considérer qu'on crée de l'innovation, qu'on stimule l'innovation. Parce que c'est vrai qu'en restant à la même place, même si on est très imaginatif au départ, on peut vite s'endormir. Le fait qu'on vous booste votre écosystème en permanence, forcément va favoriser l'innovation. L'innovation est source, et on le sait, de compétitivité et de la compétitivité de demain. Alors justement, Tox, vous êtes un peu, là aussi, l'incarnation de la diversité, puisque vous faites travailler des jeunes, des étudiants, des femmes, des minorités ethniques, des chômeurs, des réfugiés, des invalides. Vous faites travailler des tas de personnes dont on pourrait penser au départ qu'elles sont en situation de vulnérabilité. Je dis bien au départ parce qu'on ne sait jamais qui est véritablement vulnérable au final. Je prends beaucoup de précautions. Est-ce que c'est un choix de votre part? Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? One thing, we'll answer the question. I just want to go back a little bit, if you don't mind. Before I was chief executive of CEDA, I was in the Arts Council. I don't know whether any of you know the Arts Council. But in comparison, it's very much like a large organization. Now, we were drafted, there were 4 of us, drafted into the Arts Council. And the idea for the Arts Council was, of course, to improve diversity. That was their plan. And so they brought 4 people into the Arts Council. And obviously, with the Arts Council, people are making applications to get funding. And there was only a small section of the population of the public who were getting that funding. So there were 2 problems. One was the Arts Council weren't giving the money to the people on an equal basis. But the other problem was the Arts Council didn't look, and someone else mentioned this, didn't look like the community. It looked very different. But what was really interesting about working for the Arts Council, apart from the culture shock, when you go in and you see lots of people who all look the same and talk the same and have the same backgrounds and the same interests, and you have to wonder, how did it get there? What is it about it? You talk to people individually and it's fine, and yet you have this whole organization that looks like and sounds like one person. And so I had to kind of try and work it out in my head. What was this? How did they get here? And I think one of the situations, and it was interesting when you were talking about what happens to the individuals within the organization when new people come in. And I can say for certain that change is very painful.
people don't like change. They don't like it at all. And sometimes what you'll find is people at a certain level, you might get the edict from on high to say this is how things should be. But the people who are actually implementing those changes are normally quite aggrieved by it. And in effect, it goes straight back to the whole social cohesion idea. Because here you have another group of people who, one way or another, are feeling destabilized and left out. And so it goes around in a circle. Now, when I was at the Arts Council, one of the other things that happened was that the government came up with a new suggestion, and it was about diversity and disability. And they decided that in all of the large organizations, they would have diversity and disability forums. So instead of going into the organizations and asking everybody what they thought, they decided to parachute these organizations in, directly into the midst of this organization that sounds and looks alike. So there we have a diversity forum made up of the maybe 5, 6, 7, 8, or 9 people in the organization against the 300, 450 or so that weren't part of this organization. And it was incredibly destabilizing. And effectively, the organization killed these forums and didn't allow them to do the work that they were intended to do. But in the Arts Council's credit, because I worked at the Arts Council, and because I was part of that process, I was then able to come out of the organization and go and work for another organization that was smaller, which gave me the opportunity to have a look at things from a totally different perspective. And so now when I'm employing people and bringing them into my organization now, I think about these processes and how it destabilizes people, and I try to make sure that everyone is on the same page. It's easier for me because there are not that many people in the organization, certainly not hundreds. So it's easier to do. Right, so right back to the question. So as far as the people that we work with a very, very broad section of the community. We are focused on the grassroots organizations there, individuals, and generally speaking, our diversity ratio is about 70-30. So we're supporting people from ethnic backgrounds up to about the levels of 65 to 70%. And so we see trends and effects and the importance of educational backgrounds and the levels of or the height of the barriers in certain cases that not necessarily young people, but everybody has to face, and we then have to try and help them from square one to square two doing that. I better stop before I talk for another half an hour. Non. En fait, qu'est-ce qui, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a tellement for you personally, why did you engage in diversity personally? Why? What is your motto? Well, personally, as I said earlier, I think talent lies everywhere. And I don't think any organization can overlook that fact. I think there are two really, really important things. One is, if you don't broaden your workforce, you will not be competitive in the long run. So it's kind of a, you have a very simple choice. Broaden it, because the world is a very big place, or not be competitive. Those are your options. As the internet opens up the world of business, and location is less and less important, you'll see that that kind of competitiveness is absolutely vital for organizations. And I think we all know that no matter how large the organization, it can disappear overnight if it's not competitive. So I think that's one thing, and that's what I believe, and I'm very interested in that. And then the other is really about change, because I think that there is especially in the UK at the moment, I don't know whether you all know David Cameron, who's probably loved and revered here in France, but David Cameron, dear David, he's a personal friend of mine. Dear David has this idea called the Big Society. I don't know whether any of you have heard of it. And there are two ways of looking at the Big Society. One is that here is the government trying to get something for absolutely nothing again, or this is an idea or a concept that is likely to become the underlying principle of business in the future. And I think it's a 50-50 on where that lies, because the population, the public in general,
are beginning to demand from organizations that ordinarily will be in the pursuit of profit wholeheartedly, that there should be some sort of societal, social focus for those organizations. They're not asking anymore, they're actually demanding it. And of course, they're demanding it based on the amount of money that they invest in those organizations. So if one organization refuses to take that lead, and another decides to jump on the bandwagon, then the other organization is going to have to catch up. And you know that if you're playing catch up, it's never as easy as going out there, as the vanguard. So those are the things I really. Do you observe some great differences between different countries about diversity, about interpretation? I'm learning. I really am today, because I've had some really interesting conversations, and there are differences from country to country. And we talked about the identification of a culture, of a people. In London, in the UK, there is a lot of that identification. There are communities that can trace their roots back, and the community, the African community, or whatever. There is a certain element of that. But there's also this kind of collective identification that I'm not entirely sure is exactly the same here in France. But there is a collective identification of people who are up against it to some degree. And I know there is this issue, I think you mentioned it, where you come into an organization and you just have to be excellent. You have to be better than the people already there. Well, it's not equality. You're supposed to be judging people based on what you're asking from everybody else. If we ask culturally diverse people to come in the organization and be that much better than the people already in the organization, well, the people already in the organization shouldn't really be there. Because if we can be that much better than them, then what are they doing? So that isn't going to be, that's not the argument. We're looking for equality. We're looking for people to be at a particular level. That's how we should invite people in. Thank you. Alors, Mehdi, vous aussi, vous êtes un dirigeant d'entreprise exemplaire dans ce domaine, hein, puisque vous êtes partenaire du projet Talents des cités, dont l'objectif est de décupler la capacité d'entreprendre des jeunes issus des quartiers en difficulté. Talents est également partenaire aux côtés d'Orange des entretiens d'excellence, qui est organisé par le Club du XXIe siècle et qui permet aux lycéens des quartiers défavorisés de découvrir des filières d'excellence. On n'arrive pas là non plus par hasard. Donc quel est votre chemin de vie, sans déflorer toute activité, qui vous a conduit finalement à cette démarche quand même peu commune et très engagée? On arrive là par hasard. Je suis né dans la diversité. Le hasard a fait que je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Alors, au niveau de nos activités... Vous n'avez pas une story quand vous étiez plus jeune, justement, à ce propos? Oui. Qui peut être intéressante parce qu'elle peut être révélatrice, si vous en êtes d'accord. Peut-être de votre démarche, parce que moi j'insiste sur le fait que c'est peut-être pas un hasard. Alors, bon, je vais la raconter assez rapidement. Effectivement, moi je suis né en France, et donc je suis ce qu'on appelle la deuxième génération de parents venant de Tunisie. Et j'ai suivi l'école de la République, et je suis sorti de l'école de la République, et tout content, et tout fier d'intégrer les grandes entreprises. J'ai démarré par 3 ans chez Alcatel, et puis j'ai été attrapé après par IBM, qui m'a expliqué que j'avais rien à faire dans la technologie, qu'il fallait que je vienne les aider à vendre les nouvelles solutions de télécommunication, et j'ai été pris au jeu. Je suis rentré dans cette formidable entreprise à l'époque, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui, mais c'était il y a presque 25 ans aujourd'hui. Et quand vous rentrez chez IBM, à l'époque, vous passiez dans un cursus scolaire supplémentaire d'une année de formation pour valider toutes vos connaissances, toutes vos compétences, et puis vous donner aussi la culture d'entreprise IBM. Et cette année était clôturée par un examen qui avait son sens, puisque si vous ratiez, on poussait à la porte. Et cet examen était un examen organisé à l'échelle mondiale, c'est-à-dire que toutes les entités IBM dans le monde entier passaient le même type d'examen. Alors, pour me flatter un petit peu, je suis sorti major de cet examen, mais avec un petit bonus, c'est que j'ai réalisé le meilleur score jamais réalisé, jamais atteint, et puis qui ne sera jamais dépassé, égalé, puisque c'était le max.
C'était le max. Donc voilà, c'est une petite fierté. Et à ce moment-là, le sergent recruteur qui m'avait fait venir, donc, qui était tout fier et tout content en me disant, vous voyez, c'est moi qui ai découvert cette perle rare, avec un nom très simple. Je peux le citer parce que c'est quelqu'un qui était pour une autre, le Grit Hassan, bien de chez nous, bien gaulois, et donc qui disait, ah, c'est moi qui dois recruter, et puis tu vas faire partie de ce qu'on appelle les HPM, High Potential Management, c'est-à-dire on va te mettre dans un circuit d'accélération. Et un jour, on déjeunait ensemble, il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, non, moi, président. Je dis, ben oui, président d'IBM. Et là, il me regarde avec un ton plus paternel qu'autre chose, et il me dit, mais Mehdi, avec ton nom, ça ne va pas être possible. Donc j'ai compris qu'en fait, j'étais rentré dans une entreprise qui, de facto, de par mon nom, m'avait positionné à un plafond de verre, alors que de par mes qualités, avait estimé que j'avais tout ce qui était requis pour avancer. Donc ce jour-là, j'ai décidé de quitter cette entreprise, et je me suis dit, la meilleure façon d'être président, c'est de créer sa propre entreprise. Et depuis 25 ans, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Donc, mais cette chose, cette situation a changé parce que la France, l'Europe et le monde, on était fin des années 80, début des années 90, est aujourd'hui différent. Et je dirais que aujourd'hui, on vit dans un monde qui est en train d'évoluer, de changer, et qui a obligation de se reconstruire. On le sent, la difficulté qu'a, en l'occurrence l'Europe, à pousser les frontières, à se réinventer parce que c'est compliqué. Effectivement, sortir de sa zone de confort, c'est compliqué, mais progresser sans sortir de sa zone de confort, c'est impossible. Et aujourd'hui, l'artisan qui vit dans la Lozère est confronté au quotidien à des donneurs d'ordre qui sont en Asie, en Afrique ou en Amérique, parce que c'est dans ces pays émergents que se situe la croissance. Aujourd'hui, l'Europe est en train de se battre pour instaurer le mot croissance, parce que est-ce qu'à 0 ou 0,5 on peut parler de croissance, là où les pays émergents sont entre 5 et 10% de croissance. Donc on n'est plus dans l'utilisation de la diversité parce que c'est politiquement correct, mais on est dans l'obligation de réellement utiliser le potentiel de cette diversité parce que les marchés de demain, parce que les frontières de demain ne sont plus physiques, mais elles sont logiques, parce que c'est plus facile, sans porter un jour à qui que ce soit, d'aller attaquer des marchés en Chine avec des Français d'origine chinoise qu'avec des Bretons pure souche, même à compétences égales, et même à compétences légèrement inégales, parce que c'est beaucoup plus facile de s'appuyer sur les gens aujourd'hui qui sont issus de cette diversité, et qui ont une double culture. Alors cette double culture, elle peut être une diversité physique, l'exemple que donnait Soumaïa est assez significatif. Un handicapé a une culture, il a la culture handicapée, il a la culture de l'effort, il a la culture du respect des engagements qu'il prend et qu'il va inculquer à celui qui va être son voisin et qui va peut-être avoir honte de partir plus tôt et d'arriver plus tard. Idem, à partir du moment où vous avez une personne de cette diversité que vous avez embauchée pour ses compétences, et vous avez raison, c'est quand même dommage de demander à ce que les gens de la diversité soient meilleurs que ceux qui ne font pas issus de cette diversité, mais là aussi c'est une façon de sortir de sa zone de confort. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile d'embaucher un blond aux yeux bleus qui a fait le Polytechnique, plus une école de management, qui demande un salaire 20% inférieur au salaire marché et qui va travailler 20% de plus. Oui, mais sauf que vous allez avoir, j'en ai eu un type comme ça, sur 1000, et sur les 999 autres restants, il va falloir que vous alliez pousser les limites et que vous sortiez de votre zone de confort. Donc moi, mon message, il serait de dire que cette diversité, elle n'est pas uniquement source de compétitivité ou de cohésion ou réellement un enjeu social ou sociétal. C'est, je crois, un passage obligatoire pour toute entreprise qui, dans 5 ans, comme vous le disiez, a encore envie de rester là. Parce que dans 5 ans, ces relais de croissance ne sont plus dans la vieille Europe, elles sont fatalement dans les pays émergents. Et aujourd'hui, la chance
qu'a la France et que n'a pas, non pas la majorité, ou n'a pas la majorité des pays européens, c'est justement de pouvoir s'appuyer sur une diversité de deuxième et de troisième génération. C'est-à-dire qu'il y a réellement une vraie double culture. Et je vous donne une autre anecdote. Moi, j'étais souvent le Tunisien de France, et puis le jour où je suis rentré dans mon pays pour occuper une responsabilité ministérielle, je suis devenu le Français de Tunisie. Donc on n'est jamais au bon endroit, mais au bout de quelques mois, et je comprends, c'était la révolution était passée par là, donc les Tunisiens qui avaient fait cette révolution se posaient des questions sur tout ce qui arrivait. Je n'étais pas forcément connu, donc ils se disaient qu'est-ce qu'il vient faire ce bonhomme-là. Au bout de quelques mois où la confiance s'est instaurée entre nous, là je suis réellement devenu un vrai levier parce qu'on a vu que les contacts et les relations que j'avais dans la France et la culture française et européenne a énormément aidé dans les relations et dans la compréhension de ce qui s'était passé en Tunisie pendant la Révolution. Donc c'est cette diversité-là. Je crois que quand le Club 21 a été créé il y a maintenant 7-8 ans, on avait une problématique à régler, c'était réellement de montrer que cette diversité était quelque part un atout, une chance. Je crois que ça n'est plus un sujet et qu'aujourd'hui il faut qu'on aille au-delà et qu'on se dise cette Europe dans laquelle on vit, cette France dans laquelle on opère, n'a d'avenir que dans un monde sans frontières ou en frontières logiques. Et vous ne pourrez pas, et puis naturellement en dialogue d'égal à égal, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller dialoguer avec les Africains, les Latino-Américains ou les Asiatiques dans un rapport hiérarchisé, mais on est obligé de dialoguer, d'essayer de dialoguer d'égal à égal, parce que si on essaie d'instaurer un rapport hiérarchisé, il est inversé. Donc on a intérêt à jouer l'égal à égal. Et pour jouer l'égal à égal, le côté culturel et la compréhension de la culture va être très importante. Et l'exposé était très intéressant de voir qu'il y a des cultures que l'on ne connaît pas et qui sont plusieurs fois millénaires et dont on peut aussi apprendre. Et puis on a aussi une propre culture en France et en Europe que l'on peut aussi partager et utiliser. Très souvent on me disait qu'il est moitié-moitié, je disais non, moi je ne suis pas moitié-moitié, je suis un et un, je suis deux, je suis vraiment deux, j'ai vraiment une double culture, je parle, j'espère correctement le français, je parle arabe aussi bien ou aussi mal que le français, et j'ai vraiment une vraie culture française et une vraie culture tunisienne, ce qui donne deux forces et non pas deux moitiés de force. En fait, c'est la diversité, c'est très intéressant comme témoignage. Il est comme une force, comme un atout et comme un vrai plus. Je ne sais pas en termes de timing si on attend de passer la parole à la salle. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, vous dites dans ce que vous dites tous, on a dépassé peut-être le débat de savoir s'il faut ou pas la diversité. On n'a pas encore complètement, me semble-t-il, dépassé le débat de la compétitivité, mais ce que vous dites, vous, c'est en fait, complètement, c'est une question de survie. C'est-à-dire qu'effectivement, les entreprises qui n'auront pas intégré cette dimension dans son développement, dans son modèle de croissance, sont probablement, malheureusement, pas forcément les entreprises les plus performantes dans les années qui viennent. Et puis un autre point que vous évoquez très important, c'est effectivement l'évolution de cette co-construction dont Soumia parlait également, qui est, on n'est pas, nous, des donneurs d'ordre par rapport à des sous-traitants ou par rapport à d'autres personnes. On est dans une relation de co-construction win-win, gagnante-gagnante des deux côtés, pour pouvoir bâtir ensemble en fait, un projet commun. Ce qui fait quand même changer beaucoup les façons de penser et qui, c'est vrai, inscrit bien cette diversité dans une démarche d'innovation dont on a tellement besoin en Europe, surtout, c'est vrai, pour renouveler et redessiner ce modèle de croissance. Peut-être on peut passer la parole à la salle qui pourrait, si elle le souhaitait, poser quelques questions à nos intervenants. Le sujet qu'on vient d'aborder. Hi, apologies, I would speak English, my French is not quite good enough. So, I agree with everything that's been said, and I've watched lots of heads nod, and I'm guessing lots of us are diversity professionals, so to a certain extent, there will be some preaching to be converted. But I've heard a lot today about this should be about compromising, or it should be about compromising the best or excellence. However,
I think we have a real challenge in how we define or redefine the best or excellence. So something that one of the panel members said really struck me around if we recruit students from disadvantaged or, in the case of the UK, minority ethnic areas, then how do we convince our managers that this is not lowering standards? And I think that's a real challenge for us because we go after the best talent, but the best talent is often recruited from the elite universities who themselves aren't socially diverse, ethnically diverse, diverse in a number of levels. So my challenge in my organisation is how can we help those people, and some of them are our senior leaders, who still view adapting to diversity as a threat or as lowering standards, and how can we really redefine excellence, and how can we really help them redefine what is the best? Otherwise, I find myself in constant arguments with our managers, our operations, our leaders, that if we widen our talent management strategy, that's not about lowering standards, it is actually about redefining the best. So I'd be interested in any views on how we go about that challenge, because that's the big one for me. Okay. So I think that the best way is always, again, going back to the leader and showing, and if they don't go themselves, by making those decisions of recruiting those people, I think from wherever you are in the organization, I think you can find yourself those talents and then appoint them, for instance, very close to them as a business manager or whatever, because I would think that people only understand when they see it by themselves, when they feel it, and then say, wow, this guy is excellent. But I think otherwise we are still back in our prejudices and in our cultures, and we say, no, I want a guy who has studied in the same university because I know he's going to be good. So I think pragmatic things, making actions, and I think sometimes, I shouldn't say this as a general manager, but disobeying orders by going through this, because this is just the correct way of doing things for the coming 10 years. So I think you will be helping your company also by somehow disobeying and recruiting those people you believe in. Yeah, I think I'll echo that very quickly. I think the business manager or hiring someone as a program office close to you when you're a leader, I've been doing that for a number of years. It works very well. I'll add another one. I think mentoring programs are very efficient. They're very good for the young people you bring in because they help them understand the culture and the unspoken rules of an organization that they could just get stuck against if they're not careful. They also help the managers who are mentoring them to understand what it means to be a young person from another background or a woman or whatever. And therefore, I find that it helps in both directions. What I would say is that the main focus of what I would try to do is to explain the relationship between profit and intellectual property and the way that that is going to be developed. And obviously, this is the future. So that's what we need to explain. Now, in order for us to come up with innovative ideas and approaches, if we only put the same people in the room all the time, then you're not going to get much difference. You don't get much of a mix. And if by adding something to the mix we get more intellectual property, better value, I mean, I think that that really is the selling point. And we only have to look at some of the most successful creative organizations and have a look at the kind of people that they're employing. I have two people in the organization at the moment that come from King's College. They're PhD students. They've come in to be interns, so they've been here with us for 3 months. And no doubt they're brilliant and they are very, very good at what they do. But I also have people that didn't go to King's College who have been working with us for 18 months. And in lots of ways, they're much better than the guys from King's College who have been working with us for 3 months. And I think it tells a little bit of something about experience and also about where you can source talent and why people haven't taken a particular route. And when I look at the CV these days, I try to look at the individual because the qualifications only tell me so much. I'm really looking at the individual. What have they done? What can they offer? Who are they? Because I think all of those things become important. And if we can sell that to whoever needs to make the decisions, then I think that's a starting point.
Puis ça, je dirais, ça obligera peut-être à redéfinir d'ailleurs ce concept d'excellence dont on parlait tellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est toujours le même sujet, hein, c'est sortir de sa zone de confort. C'est beaucoup plus confortable de recruter dans une école que l'on a déjà faite, dont on connaît les codes et qui permettra d'accélérer l'intégration. À partir du moment où vous n'acceptez pas de sortir de votre zone de confort, vous allez au plus facile et vous risquez de stagner et vous n'ouvrez pas. Donc moi je dirais que ce qui est important, c'est de sensibiliser, c'est de former, mais pas forcément à la diversité, c'est juste de former à l'ouverture et de sortir de cette zone de confort. Aujourd'hui, on ne peut plus opérer comme on opérait hier, quel que soit le domaine, dans quelques domaines que l'on soit. Donc il faut qu'on innove, et la meilleure façon d'innover, c'est d'intégrer des gens qui sont différents. Si on intègre des gens qui nous ressemblent, on ne pourra pas sortir avec des idées innovantes. Donc on se met dans l'obligation d'aller chercher des gens qui ont des cursus ou des expériences qui n'ont rien à voir. Et dans l'histoire des grandes entreprises, il y a toujours eu des cycles avec des étapes de rupture où on allait chercher des gens qui n'avaient rien à voir avec les standards dont on avait l'habitude d'user pour essayer de trouver autre chose. Sortir de sa zone de confort, c'est ça qu'il faut essayer de retenir. Et puis, comme on disait, redéfinir peut-être les standards d'excellence, puisque c'est vrai qu'une population issue d'une nouvelle école va définir un standard d'excellence qui va mécaniquement être différent si l'entreprise décide de recruter. Donc ça remet même en question cette notion d'excellence. C'est plus compliqué, ça, parce que quand vous embauchez quelqu'un, vous faites un deal à deux, un petit peu qui essaie de sortir dans le sketch. Je recrute quelqu'un, mais charge à moi de lui donner l'espace pour qu'il puisse montrer son potentiel. Donc vous voyez, alors dire il y a des standards, je pense qu'il y a une aire de jeu à définir, il y a une transparence, il y a une prise en compte d'une globalité des besoins des individus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le travail fait partie d'un espace, mais n'est pas 100% de l'espace. Et je crois que l'entreprise doit intégrer ce qui ne fait pas partie du travail sans pour autant que ça soit une ingérence. Et on peut avoir aussi des projets de vie, et dans les entreprises, en regardant le sketch avec Pape, on a des sociétés qui sont dans les mêmes secteurs d'activité, on avait l'impression que d'avoir 80% de nos ingénieurs qui venaient voir leur manager, parce que le travail est une obligation pour eux, à partir du moment où ils ne sont pas ni aristocrates ni roturiers, mais leur vie n'est pas le travail. Et ils demandent, et c'est quelque part un petit peu le sujet de la table ronde, à ce que l'entreprise puisse leur offrir autre chose et s'intégrer dans le côté sociétal de l'espace dans lequel il vit a une importance aussi. Et ce Soumia, vous vouliez ajouter? Oui, non, je voulais simplement dire qu'en fait, une entreprise, c'est une gestion de risque. En fait, l'entreprise doit gérer les risques et qu'effectivement, recruter dans d'autres corps, puisqu'en fait, moi, je ne pense pas que l'entreprise est foncièrement raciste, elle est un peu enfermée dans son corporatisme, ses corps, et parce qu'en fait, c'est avant tout rassurant, et que prendre le risque d'aller recruter ailleurs, c'est justement gérer ce risque. Et donc, c'est toute la difficulté aujourd'hui d'être capable de démontrer à travers justement des expériences réussies, à travers des rôles modèles, à travers aussi des gens qui vont être proches de la gouvernance et des managers pour leur dire qu'ils peuvent bien sûr recruter. Et puis, moi, je considère aussi que la flexibilité du travail dans nos entreprises, quand on dirige des entreprises, avec un peu plus de flexibilité, on pourra se permettre finalement ce fameux peut-être droit à l'erreur, c'est-à-dire finalement aller oser recruter des gens différents, de formation, de culture, d'âge aussi. Et je pense que les entreprises sont prêtes à le faire. Elles ont juste besoin de pouvoir gérer des risques dans un cadre aujourd'hui extrêmement difficile économiquement. C'est cette équation qui est particulièrement compliquée actuellement, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Bonjour. Je suis Marielle Catab, je travaille pour une association qui s'appelle Mosaïque RH et justement, le travail, c'est de rapprocher le monde de l'entreprise
des jeunes diplômés issus des quartiers populaires. Et j'ai deux remarques. Une première chose, je ne sais plus, je pense que c'est M. Legrand qui disait qu'effectivement une entreprise doit désormais ressembler au monde dans lequel elle évolue. J'avais envie de dire le monde commence déjà de l'autre côté du périphérique. Et de l'autre côté du périphérique, il y a un vivier de talents qui sont des jeunes issus des quartiers populaires, qui ont des diplômes, qui ont fait tout ce qu'il fallait, qui ont rempli leur contrat avec l'école de la République et qui ont réussi à avoir des diplômes, mais qui n'arrivent pas encore aujourd'hui à accéder au monde de l'entreprise. Donc, première remarque. Deuxième remarque, l'égalité de traitement et la diversité posent la question finalement des process RH. C'est une entreprise qui fait de la diversité, qui en fait prend en compte l'égalité de traitement, mais se pose forcément la question et travaille sur la qualité de ses process RH. Qu'est-ce que c'est que l'égalité de traitement dans le recrutement? Finalement, c'est remettre les compétences au centre du recrutement et uniquement les compétences. C'est recruter la bonne personne, celle qui a les compétences et les qualités personnelles pour occuper un poste en dehors de tout critère qui serait subjectif ou discriminant. Qu'est-ce que c'est que l'égalité de traitement dans la promotion? C'est promouvoir la femme ou la personne qui a les compétences et les qualités en dehors de tout autre critère discriminant. Donc, une entreprise qui travaille sur la diversité, bien sûr, ça amène de la cohésion, ça amène de la performance, mais ça amène aussi la performance des process RH. Je ne suis que d'accord. D'ailleurs, la diversité commence même à l'intérieur du périphérique. Et non, c'est vrai, la performance, je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites. Et nous, on a reçu le label Top Employeur justement pour cette diversité, pour les processus RH. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est quand même très compliqué, c'est qu'on parle de différences ethniques. Alors en anglais, si je parlais anglais, je pourrais dire le mot, mais en français, on n'a pas le droit forcément d'utiliser ce genre de... Et il n'y a rien à faire, ça rend les choses bêtement compliquées. Parce qu'on n'adresse pas un sujet. Là aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de statistiques sur ce qui se passe en entreprise. Je trouve que c'est très regrettable, parce que, en tout cas, c'est un sujet qui, je trouve, en tout cas, très sensible à chaque fois que l'on le met sur le papier. Donc je pense qu'il y a aussi des freins qu'on s'est mis dans la société pour aborder ces points-là. Et un peu dans la ligne de ce que vous disiez, et de ce que Mélie disait, dans 10 ans, je pense que celui qui n'aura pas fait preuve de diversité et qui ne pourra pas afficher lui-même dans son parcours une diversité, celui-là sera la personne présentant un handicap pour son avenir. Je pense que c'est ça, dans 10 ans, si on regarde aujourd'hui les gens qui ont entre 25 et 35 ans, ils ont tous un parcours pratiquement professionnel, Erasmus, c'est un travail énorme sur le sujet, ils parlent plusieurs langues, et ils sont très ouverts et diversifiés, donc je pense qu'il y a un processus qui est en marche, et qui est inéluctable dans les 15 ans ou 20 ans. Ce genre de débat n'aura même plus lieu, parce que c'est même pas un débat, enfin, je veux dire, ça sera devenu une vraie réalité. Bonjour, moi j'avais une question concernant la deuxième partie du titre. Pourquoi l'entreprise doit-elle valoriser son implication sociale? Je vous avoue que j'avais compris ce titre comme quelque chose autour de la communication des actions de diversité et des tentations peut-être de certaines entreprises qui en faisaient suffisamment pour avoir une approche politiquement correcte et cosmétiquement attractive ou attrayante, et que finalement certaines entreprises qui faisaient beaucoup ne communiquaient pas forcément dessus par pudeur, un peu en lien avec ce que vous disiez tout à l'heure, ou parce que peut-être qu'elles ne se sentent pas la légitimité, ou que sais-je, de communiquer dessus. Donc j'aimerais vous écouter sur le sujet de la communication. Je veux bien commencer. Je pense qu'il faut effectivement pas communiquer sur des choses qui n'existent pas, mais très clairement, quand on a des programmes qui, au sens très large, sont autour de la cohésion sociale, que ce soit des démarches ressources humaines pour un poste, bon, je suis très très motivée parce que la société a quel type de programme pour les femmes, pour l'énergie, pour etc., qui n'ont pas le poste. J'ai un exemple d'une jeune femme qui est absolument admirable, qui à la fin du process a dit « je n'ai pas eu de poste, expliquez-moi pourquoi je n'ai pas eu de poste ».
qu'est-ce que j'aurais pu faire, on lui a expliqué, manque d'expérience dans un certain domaine, besoin de renforcer un certain point. Elle est revenue 1 an après en disant voilà, j'ai fait tout ça. J'ai fait un stage dans tel domaine, j'ai travaillé dans telle société, je n'avais pas forcément envie d'y travailler, mais comme ça j'ai eu l'expérience, maintenant embauchez-moi. Et ça c'est absolument admirable, on l'a embauché et c'est quelqu'un qui travaille très très bien. Donc je pense que c'est un facteur d'attractivité qui est très fort. L'attractivité de la marque employeur, oui. Oui, moi c'est vrai que quand j'ai relu l'intitulé, j'ai pensé une chose. D'abord, l'entreprise ne peut pas tout. L'entreprise, c'est pas l'entreprise-providence, même si on a beaucoup connu l'État-providence. Mais par contre, l'entreprise aujourd'hui, elle est étendue. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, à la fois pour des raisons de paradigme de croissance, pour développer son marché, mais aussi effectivement pour un enjeu d'image, un vrai retour négatif si effectivement l'image est mauvaise. Et donc j'ai pensé à des expériences que nous avons pu avoir aussi à la FND et quelques entreprises, je pense notamment à une entreprise comme SFR, qui, alors là on est sur la RSE, on est sur la cohésion sociale, à l'intérieur il y a évidemment la dimension diversité, qui est allée jusqu'à travailler sur ces 8 millions quand même de citoyens pauvres et fragiles dans notre pays, mais qui sont quand même des consommateurs. Et donc, SFR avec Emmaüs a donc développé une offre, non pas une offre low cost, hein, une véritable offre adaptée à ces citoyens pauvres qui doivent aussi consommer. Et donc là, il y a un enjeu de rentabilité, mais différent des modèles économiques. Mais la cerise sur le gâteau, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux clients classiques, la proposition a été faite plutôt que de donner une remise, puisque quand on a des points sur les abonnements téléphoniques, est-ce que les clients accepteraient de donner 1 euro pour l'action sociale à destination de ces citoyens fragiles? Et donc ça a marché. Donc on voit bien comment le cercle est vertueux, c'est-à-dire que non seulement c'est le collaborateur qui s'implique à travers son action individuelle, enfin le salarié, enfin le client qui s'implique à travers son action individuelle, mais à travers une offre que fait l'entreprise, va aider dans une démarche de coproduction, puisque SFR le fait aussi, et on voit bien que c'est un vrai cercle vertueux. Et là, et en même temps, il y a une rentabilité, et en même temps, il y a une vraie action aussi win-win. Et donc, moi, j'avais songé à cette démarche qui se multiplie, on le voit avec Danone, on le voit avec EDF, beaucoup d'entreprises ont pris conscience, et je pense que dans la banque aussi, on est en train de réfléchir justement à tout cet écosystème. Et ça aussi, ça fait partie des enjeux RSE et bien sûr diversité. Alors, on aurait d'ailleurs pu mettre dans le titre pourquoi l'entreprise doit-elle valoriser son implication sociale corrélée à sa compétitivité. Je crois que c'est là. Ça y est, c'est fini? Oui. Voilà. Dernière. Juste une petite, alors, pour un petit peu aller dans votre sens, la valorisation, elle est un petit peu nécessaire pour attirer, pour retenir aussi. Je crois que chaque individu, chaque personne a 3 sphères. Vous êtes dans une sphère économique, dans une sphère politique et dans une sphère sociale. Et si vous apportez une réponse à chacune des sphères, vous avez plus de capacité à retenir les gens qui travaillent pour vous. Parce que les collaborateurs ou les salariés d'une entreprise opèrent dans un environnement économique, mais ont une opinion politique et naturellement un engagement social. L'entreprise doit elle aussi interagir dans ces 3 sphères qui aujourd'hui ont des points d'intersection. Et une entreprise qui ne comprend pas qu'elle a à avoir une participation politique, pas dans le choix des politiques, mais dans l'accompagnement de la politique des pays, des zones dans lesquelles elle agit, est une entreprise qui rate un peu de captation de valeur, mais une entreprise qui ne participe pas aussi à la vie sociétale des différents endroits dans lesquels elle opère, elle aussi ne s'intègre pas et rate, et une entreprise qui ne se focalise que sur le côté économique a le risque demain de s'appauvrir et de ne pas faire partie de celles qui vont pouvoir aider à la construction du monde de demain. Donc il y a ces 3 sphères qui aujourd'hui ont des points d'intersection et des points d'interaction qui sont importants et qu'il faut qu'on puisse prendre en compte, tout en restant dans notre position.
L'entreprise n'est pas là pour faire de la politique, n'est pas là pour faire du social, mais est là pour participer à la vie politique et pour participer à la vie sociale. Moi, je dirais peut-être rapidement en termes de communication, ne pas trop communiquer. On est toujours rattrapé par la réalité. Donc, soit il y a des choses qui sont faites concrètement et dans la réalité, et vous pouvez communiquer, mais je ne pense pas qu'il faille faire de cet outil-là un objet commercial. Enfin, je pense que moi, je suis complètement en faux par rapport à ça. C'est une conviction dont le retour sur investissement revient avec le temps. Mais, en revanche, il ne faut pas non plus attendre d'être parfait pour communiquer ce qu'on fait, parce qu'on a un peu cette tendance-là ici, d'attendre la perfection, parce que sinon on va se faire prendre au passage par quelqu'un qui va... On ne sera jamais parfait, mais il faut être justement franc, honnête, et dire, ben voilà, on fait de notre mieux, c'est pas parfait, ça ne marche pas bien totalement, mais on avance. Je pense qu'il faut prendre cette perspective de dire, on fait de notre mieux, on est sincère et authentique, et puis avec le temps, les choses se mettent en place. Yes. I agree entirely. I think commitment is an aspiration at the end of the day, and it's also about communicating your commitment not only to the people outside the organisation, but the commitment to the people within the organisation as well, because that's the only way that you get an ideology going. And I think that's what it's about, really. So it isn't, as you quite rightly said, it isn't about what has been implemented, it is about what we would like to implement at some point in the future. Merci beaucoup, merci Caroline, merci à tous.